consensus. Comme on vient de le voir dans les images qui précèdent, une des belles sociétés consensuelles, où le consensus souvent s'exprime de façon assez inattendue. Posez-vous la question dans les images qu'on a vues tantôt. On a vu les gilets jaunes de 2018-2019 et on a vu un peu plus avant le printemps érable, les fameux carrés rouges au Québec. Ça ressemble comme image. Et pourtant, la France puis le Québec, on en parle comme des sociétés consensuelles, il me semble, en général. On a l'impression qu'il y a un consensus social. En fait, souvent on définit, même si vous vous souvenez, au premier cours, j'ai parlé de ça, la définition de la société elle-même, c'est que, comme une espèce, souvent on pense qu'il y a une espèce d'homogénéité là-dedans. Donc les gens ont tendance à penser de la même manière. Et pourtant, ben là, de toute évidence, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il y a tout un vrai gros paquet de gens qui, oups, on vient de s'apercevoir, ne pensent pas du tout de la même manière. Est-ce que donc les théories qui reposent sur la notion de consensus, comme un paquet de théories qu'on va voir au début du cours, et entre autres, évidemment, celle de Merton du cours 2, celle de Hirschi, bon, tout plein de théories de ce genre-là, sont fausses parce qu'il n'y a pas de consensus? Un instant. On va voir des théories du conflit plus tard. Puis peut-être que ça va être un peu plus clair de voir ça quand on va commencer le conflit, mais j'en explique une petite partie tout de suite, comme ça vous allez voir comment ça est songé à tout ça. Quand on dit que c'est une théorie du consensus, donc une théorie qui est fondée sur le consensus social, ça veut dire qu'il y a un consensus social qui est à l'origine des règles ou de la majorité des règles. Et ceux qui vont voir ça plutôt comme un conflit, les autres ils vont dire non, les règles viennent d'un conflit. Les règles sont là pour écraser une certaine partie de la population pour qu'ils se tiennent tranquilles. Tandis que les théories qui sont fondées sur le consensus disent non, les théories sont l'émanation du consensus. Il y a un consensus, donc éventuellement il y a des lois. Peut-être que ces lois-là, à travers le temps, on va les changer. Ou des fois, ça va prendre un peu de temps avant qu'on les change. Donc, ils vont devenir un peu irritantes pour une partie de la population. Et donc, il va y avoir une opposition, et donc une sorte de mini-conflit. Mais ça, c'est parce qu'il y a un dérèglement dans le système. C'est pas parce que le système est conflictuel, c'est parce qu'il est consensuel, mais là, c'est une machine humaine, elle n'est pas parfaite. Et donc, des fois, ça frotte. Donc, ces théories-là du consensus, ça les dérange pas, les images du printemps érable, puis des gilets jaunes, puis envoyer ça des affaires. C'est pas ça qui va nous prouver que la société n'est pas consensuelle. Donc, il faut faire bien attention avec ça. Donc, c'est pas ce fameux consensus-là. Parce que c'est super important d'y penser. Parce que nous autres, en criminologie, et dans les théories qu'on voit au début du cours, ce consensus-là, il est super important parce que, comme j'ai dit, il donne lieu aux lois. C'est toutes les lois, bon, bien sûr, mais en particulier les lois criminelles. En criminologie, c'est ça qui nous intéresse le plus. Par contre, on a tout un paquet de lois pénales qui ne sont pas criminelles et qui intéressent vraiment les criminologues aussi. Parce qu'on veut savoir, est-ce que les gens, quand on les menace d'une pénalité, est-ce que tout d'un coup, ils commencent à se tenir tranquilles, par exemple? Ça, c'est la théorie de la dissuasion. Ça s'applique pour le code de la sécurité routière, même si c'est pas de la criminalité. On peut très bien se demander, est-ce que d'augmenter les amendes ou d'augmenter le nombre de points de démérite, etc., est-ce que ça va changer la façon dont les conducteurs se comportent sur la route? Bon, c'est d'intérêt pour les criminels également. Mais là, plus précisément, le crime, la grosse catégorie qui est définie dans le code criminel, et d'où on a la liste, là, mon code criminel, excusez, je sais que vous en avez un aussi, ça ressemble à ça. Mais là, je ne acheter pas ça, là. C'est sur Internet, toujours à jour. Ça, 2 semaines après qu'on le reçoit par la malle, il n'est déjà plus à jour. Donc, ça c'est un vieux. Je le garde comme souvenir pour tenir les autres livres en place. Mais donc, sur Internet, vous avez le code criminel, toujours à jour, c'est super. Et dans ce code-là, vous allez voir une liste assez longue, merci. Des fois très redondante. En tout, c'est un peu tout croche là-dedans. Si on commence à se poser des questions, pourquoi c'est un crime et c'est pas ça? Pourquoi ça, c'est jugé plus grave que ça? Pourquoi est-ce qu'on ajoute une petite précision ici? Bon, je vous dis pas qu'il n'y a pas de ménage à faire là-dedans, mais là, quand même, certains consensus, les gens sont d'accord pour dire, surtout les grosses affaires, là, voler des choses, faire du mal à autrui, tuer autrui, là, regarde, c'est un gros consensus.
Mais aussi, il y a un consensus social sur les représentations de la criminalité. C'est quoi un crime? Puis des fois, les gens disent le mot crime, puis si vous ouvrez votre code criminel, je crois que ça illustre bien, vous ouvrez votre code criminel, puis vous allez dans l'index, puis là, vous allez voir, mais non, c'est pas un crime ce que tu as dit là. Mais les gens utilisent quand même la notion de crime pareil pour représenter les choses qui sont indésirables, hautement indésirables, et qui selon eux devraient ne pas exister ou être punis, ou les gens qui commettent ces choses-là devraient être neutralisés d'une manière ou d'une autre. Même si techniquement, un avocat vous dirait, mais il n'y a pas de page, il n'y a pas d'article dans le code criminel qui correspond à ça. Et là, il y a un certain consensus là-dessus aussi. On a l'impression que, ouais, tout le monde est d'accord pas mal, sauf peut-être les criminels. Vous allez voir plus tard, on va en parler de ça. Les criminels aussi sont d'accord que voler, c'est pas correct. Les voleurs sont d'accord que voler, c'est pas correct. Ça peut vous surprendre, on en reparlera plus tard. Mais, il y a un gros consensus, certainement, qui dit, ben moi, quand j'ai quelque chose dans les mains, ben, je préfère que ça y reste. J'aimerais pas ça que quelqu'un parte avec. Et là, on suppose que les autres gens autour de nous pensent la même chose. Donc, il y a un consensus au niveau de la criminalité. Et pour ceux qui se penchent un peu plus sur la question, que la conviction que ce consensus-là, ben, il donne lieu au code criminel. Et donc, que les lois qui sont là-dedans sont très largement consensuelles. Deuxième chose, on a aussi un consensus non seulement sur qu'est-ce qui est un crime, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, c'est-à-dire que c'est une action hautement indésirable, si on veut. Mais on a l'impression que on s'entend pas mal tous les uns les autres sur c'est quoi un criminel, c'est quoi la nature du criminel, c'est quoi une personnalité criminelle, pas personnalité au sens psychologique, là, parce qu'on est dans le profane, on n'est pas dans le scientifique, on est dans le discours ordinaire des gens autour de nous. Et un criminel, ben on a quand même en tête pas mal, c'est quoi un criminel? C'est quelqu'un qui va commettre des crimes, c'est sûr, mais pas juste ça, c'est qu'il y a quelque chose dans cette personne-là qui est différent des autres. Pas juste, il n'est pas criminel juste parce qu'il a commis un crime. Au sens de la loi, oui, on est criminel ou non, selon qu'on a été jugé coupable d'un crime ou non. À ce moment-là, ça fait une distinction super claire. Es-tu coupable d'un crime, oui ou non? Si c'est non, ben t'es pas un criminel. Dans la population, c'est pas tout à fait ça. Un criminel, c'est quelqu'un qu'on peut seulement vaguement suspecter d'avoir commis quelque chose de pas correct. Que c'est peut-être pas tout à fait écrit littéralement dans le code criminel, mais on sait que lui, c'est un indésirable. Et donc, le criminel, on a cette idée-là. On a tout un paquet d'idées pas mal arrêtées sur le criminel. Puis on a l'impression, puis souvent ça se traduit, c'est vrai, on a l'impression que les autres personnes qu'on rencontre dans la société, puis celles qu'on rencontre pas, qu'on peut, mais qu'on sait qu'ils existent, ont des chances de penser pas mal la même chose au sujet du criminel également. Ça, c'est super important de bien comprendre ce consensus-là. Un consensus qui donne lieu à quelque chose de matériellement vérifiable, c'est-à-dire ce gros livre-là, ou bon, son équivalent, on va dire que c'est matériel pareil, son équivalent HTML sur Internet. Mais un consensus aussi qui est purement culturel. On pense qu'il y a un consensus, puis on pense que nous, on se situe dans ce consensus-là. Ou des fois, on pense qu'on est bien différent des autres, puis on pense que non, ça devrait pas être criminel, etc. Il y a quelques années, les gens qui diraient on devrait légaliser la marijuana. C'est quelqu'un qui dit hey, t'es donc bien original, tu vas légaliser la marijuana. C'est bien fou ton affaire. Et donc maintenant, ben, c'est le contraire. C'est ceux qui disent non, la marijuana, comment ça se fait qu'on a légalisé ça? Ben, c'est eux autres qui passent pour des bizarres maintenant. Mais disons que, grosso modo, le fait qu'il y ait un consensus, ça, il faut souligner ça aussi. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps puis ça ne bougera jamais. Ça veut dire qu'on s'entend et on pense, des fois on pense qu'on s'entend, puis ça on gratte un peu, c'est pour ça que, sinon, il y a quand même une différence d'opinion importante entre moi et mon voisin. Mais on a l'impression que quand même, c'est quand même assez solide comme consensus. Donc, à ce moment-là, si on a une théorie consensuelle, où on a un paquet de gens qui sont pas mal d'accord pour reconnaître à peu près, disons, peut-être pas dans les micro-détails, mais à peu près c'est quoi une règle, à peu près ce que ça veut dire de violer une règle, puis à peu près c'est quoi le contenu de ce règle-là juste, ben comment ça se fait qu'il y a des gens qui commettent des crimes pareils? Parce que, visiblement, on en attrape, là, puis on en traduit en justice, puis on a des prisons avec un paquet
criminel, donc officiellement désigné criminel par le code criminel et par le processus de justice criminelle. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ces gens-là n'embarquent pas dans le consensus? Est-ce que c'est des gens qui sont dans des situations particulières? Est-ce que c'est des gens qui ont une personnalité particulière? Est-ce que ça, c'est la question de la criminologie, justement? Quand on se passe dans ce consensus-là, on se demande, dans une théorie du consensus, on se demande pourquoi il y a des gens qui ne sont pas convaincus par ce consensus-là? Pourquoi il y a des gens qui pensent que, en fin de compte, leur bénéfice personnel est plus important, ou leur désir immédiat de faire une chose ou une autre, maintenant, tout de suite, plus important que de se conformer au reste de la société, d'être bien vu peut-être par les autres, ou de juste pas se faire arrêter par la police. Ben, alors, c'est moins important dans l'immédiat, ou à long terme, ou on ne sait pas trop c'est quoi le processus, mais c'est là-dessus que les théories fondées sur un consensus et qui essaient d'exprimer le crime, d'expliquer le crime, vont se baser. C'est ça la question de base. Pourquoi? C'est des gens qui ne sont pas capables de respecter ce consensus. On va voir plein d'autres théories qui parlent que c'est pas ça du tout le point de départ. C'est pour ça que c'est important de noter ça, ça a l'air évident. Ça a l'air évident en partie, et c'est pour ça qu'on commence par ça dans le cours. Parce que, spontanément, même ceux d'entre nous qui n'ont jamais étudié la criminologie, ben on pense ça. On pense ça. Que c'est évident ce qui est criminel, c'est évident qui est un criminel, c'est évident c'est quoi les conséquences d'un crime, c'est évident c'est quoi les lois, puis c'est évident comment la police marche. Et donc, ça devrait être évident que tu n'as pas d'affaire à commettre des crimes, puis c'est en commun, ben tu devrais savoir conséquences, blablabla. Et donc, facile à comprendre parce que c'est une théorie qui se repose sur un consensus, c'est vraiment compatible avec notre appréhension populaire de la réalité de la criminalité. Donc voilà pour le consensus. Deuxième question qu'il faut se poser. D'où est-ce qu'il vient ce consensus-là? C'est quand même assez étrange parce que on ne marche pas dans la rue puis se cogner dedans. Okay? On n'a pas un code criminel. On va bien dire, ben voici le consensus est ici, bon, tu vas rien qu'à le regarder, puis quand tu auras tout bien étudié ça, tu vas comprendre c'est quoi le crime. Sauf que le consensus, il existe bien avant ce livre-là. C'est quoi la proportion de citoyens canadiens qui sont au courant de ce qu'il y a là-dedans? Infime proportion. Infime. Mais donc, le consensus n'a pas attendu que tout le monde ait bien consulté ça avant de s'installer. Donc, il ne vient pas de là. C'est le contraire. En fait, les théories du consensus disent ça vient du consensus. Mais là, le consensus, il vient de où, lui, d'abord? Donc, ça, c'est important. C'est pour ça de se poser la question là-dessus. Il y a plusieurs moteurs de consensus dans la société et on va avoir tout un paquet selon les théories qui sont concernées. Là, on a plusieurs théories à voir dans le premier bloc, disons. Un de ces moteurs-là, super important de consensus, c'est les médias. Surtout en matière de criminalité. Parce que, et tant mieux pour nous, la plupart de la criminalité, on en fait l'expérience à travers les médias. On est, heureusement, au Canada, très rarement victime de criminalité. On ne connaît pas beaucoup de gens qui sont beaucoup victimes de criminalité non plus. Et donc, l'immense majorité de ce qu'on voit qui a rapport avec la criminalité, que ce soit... Ça peut être la réponse à la criminalité, ça peut être des choses sur la police, des politiciens qui nous parlent de la criminalité, ça peut être tout plein d'affaires. C'est dans les médias qu'on voit ça. Dans les médias, que ce soit les médias d'information, comme RDI ou peu importe, ou que ce soit les médias au niveau de la fiction, c'est-à-dire qu'on est les grands consommateurs de fiction télévisée qui a rapport à la criminalité et, bien sûr, à la police, au contrôle de la criminalité. Ça nous projette une image qui est pas mal toujours pareil. Vous allez voir que le code de moralité qui se déploie là-dedans, bon, les histoires sont différentes, les personnages sont différents, etc. Quoique des fois, pas tant. Mais certainement, le fond de moralité, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui arrive quand on fait le bien, ce qui arrive quand on fait le mal,
ben, en général, ça tend à revenir pas mal la même chose. Et donc, ça vient nous conforter dans ce consensus-là. Ça vient le créer, ça vient nous le marteler dans notre cerveau à partir du plus jeune âge. Je ne parle pas nécessairement maintenant. Là, on est des adultes. Ça fait quand même déjà un bon bout de temps qu'on est consommateur de fiction télévisée ou cinématographique ou dans le littéraire, etc. Bon, bref, cette fiction-là sur la criminalité, elle est présente depuis notre plus jeune âge, mes enfants. Moi, ils écoutent ça, les films sur la police, mais bon, très bien. Et donc, à partir de ce moment-là, ça leur dit déjà, bon, c'est quoi? Mais ça renforce le consensus social. Puis en fait, vous êtes les parents. Quand on est devant un film, là, où justement, les héros, ils agissent mal, ou en tout cas, c'est comme, où la moralité est plus douteuse, etc., ben non, on hésite, on se dit, moi, mes enfants devraient-tu regarder ça? Parce que dans le fond, ça va tout les mêler. Comment ça? Le héros de l'histoire, il s'en va faire telle affaire. Yikes! Ouh. Pour un adulte, c'est correct, c'est le fun, parce que justement, ça pousse l'enveloppe, ça nous envoie ailleurs, puis on peut se permettre de ne pas être d'accord. Puis tu vois, voyons, le héros, c'est ce qu'il fait là. Tu sais. Et l'enfant, lui, par contre, tu te dis, mais oui, mais lui, il va gober ça, il va comprendre ça comment? Juste fait qu'on enlève ça. on laisse juste les films où on sait que les good guys, pas trop de violence non plus, bon, etc. On a d'autres critères, mais on sait que les bons, ils vont faire les bonnes choses, puis les méchants vont faire les méchantes choses, puis à la fin, si possible, les méchants, c'est quasiment toujours le cas, les méchants vont être punis, puis les bons vont s'en sortir et ils vont vivre toujours heureux et heureux beaucoup d'enfants. Bon. Donc, grosso modo, c'est ça. Et les médias, ces médias, maintenant, c'est ça qui véhicule massivement notre image qu'on a de la criminalité, bien plus que, même si on a été personnellement victime d'un crime, là, quelque chose de grave, vous savez, quelque chose comme un vandalisme, ou je sais pas quoi, même si on a été victime d'un crime, et que ça devient une réalité qui va nous marquer pendant un bon bout de temps. Ça dépend de la gravité, bien sûr, ça dépend de comment on le vit, ça dépend de notre filet social, ça dépend de plein de choses. Mais ça, je dit, pendant le temps où on essaie de dealer avec notre expérience personnelle de victimisation, on va être matraqué, mitraillé, etc., de toutes sortes d'autres affaires dans les médias d'information et dans les médias au niveau de la fiction qui ont rapport avec la criminalité. Et donc, ça va même nous aider à comprendre ce qu'on a vécu nous autres-mêmes. On va le comprendre à travers ces images-là qu'on voit, qu'on consomme à tous les jours. Donc, c'est super important de bien comprendre ça. C'est vraiment la clé pour quand on essaie de penser au consensus. Parce que le consensus, oui, c'est sûr, quand on parle avec les autres personnes autour de nous, en fait, il y a plusieurs choses qu'on fait, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais il y a plusieurs choses qu'on fait quand on parle aux autres. On aime ça connaître ce qu'ils ont à dire, on aime ça échanger des informations, etc. Mais une des choses qu'on veut faire, souvent, même quasiment tout le temps, c'est un peu d'imposer notre point de vue, pas nécessairement en twistant des bras, tout, mais en disant, ben, voici comment il faut bien... La bonne façon de voir cette chose-là, c'est celle que je vais exprimer maintenant. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est la bonne. Puis là, on peut négocier, parce que l'autre n'est pas tout à fait d'accord, mais en même temps, s'il est complètement pas d'accord, là, oui, il va peut-être avoir un conflit. Un conflit pas grave, en fait. Là. Mais là, on ne veut pas nécessairement... Fait que là, en tout cas, vous savez comment ça marche, une conversation, on va nous apprendre ça. Et donc, mais ça va générer une sorte de pensée plus ou moins commune, ou, comme on aime dire en sociologie, intersubjective. Pas objective parce qu'on s'est entendu ensemble, on a fait comme une triangulation de nos opinions, puis là on est arrivé à la vérité. Ça serait complètement ridicule de penser ça. Mais on est arrivé à quelque chose où on dit, ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça, la réalité. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça, ce crime-là, ou tout autre aspect sociologique autour de nous. Mais les médias, est-ce que ça nous présente la réalité? Est-ce que ces images-là qui sont bombardées sur nous, c'est la réalité? Bon, si on s'attaque premièrement aux médias de fiction, donc les émissions fictives, on a des histoires fictives sur la criminalité, ben là, je pense que la plupart des spectateurs, même très 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 moyens, vont savoir que c'est inventé. Des personnages inventés, des histoires inventées, etc. Cela dit, par contre, il faut faire attention. On les invente de façon hyper réaliste. On veut que les gens embarquent dans le film. Ça ne peut pas être n'importe quoi. On veut des soucoupes volantes dans le District 31. Là. Ça ne marchera pas. Et donc, il faut que ça ait l'air vrai.
faut que les personnages aient l'air vrais. Il faut que ce qu'ils disent ait l'air d'avoir de l'allure. Il faut que les situations, puis les histoires, puis les autres, tous les autres aspects, même les meubles, le décor, il faut que ça soit vrai, sinon les gens débarquent. Et donc, si leur fiction va complètement à l'envers de la nouvelle, puis présente des choses sur un jour complètement différent, les gens vont plutôt décrocher. Surtout s'ils écoutent les uns après l'autre. Ils écoutent les nouvelles à la télé, puis ils écoutent après ça, ou ils vont regarder leurs nouvelles sur Internet, puis après ça, ils vont aller sur Netflix regarder une série policière. Si c'est complètement le contraire qui se passe, il va y avoir comme un conflit dans notre tête. Ou on passe par-dessus et on dit, ben non, c'est pas grave, la série c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est super amusant, donc c'est pas grave, là, ouais, ça explose beaucoup, puis il y a plein des affaires qui se passent. Bon, mais c'est pas grave, c'est comme c'est enlevant, c'est le fun, on accepte. Mais on a dans l'idée que une bonne série, ça pourrait aussi être plus réaliste. L'autre aspect, par exemple, l'aspect actualité. Quand on regarde l'actualité dans les médias, puis là, quand je dis les médias, je veux dire au sens large, je pense que les sondages montrent que la plupart des gens disent, la plupart des gens qui suivent l'actualité, pas tout le monde qui suit l'actualité non plus, mais la suivent surtout à travers les médias sociaux maintenant. Bon, ce que ça veut dire, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas parce que nos autres amis sur Facebook ou Instagram, ben eux autres, ils ont comme une connaissance de quelque chose, puis ils vont nous le rapporter. Eux autres non plus, ils n'ont pas bien de connaissance de la criminalité. Hein. Ça veut surtout dire que quand quelqu'un sur Facebook a vu quelque chose dans un journal, puis il l'a mis sur Facebook, puis là, on prend nos nouvelles sur Facebook, mais ça ne vient pas de Facebook. Facebook, il ne fait pas de contenu, là. Puis nos amis non plus, ils ne font pas mettre de contenu Facebook. Ce qu'ils font, en termes de nouvelles, ce qu'ils font, c'est nous renvoyer des nouvelles qui sont là sur Internet. Et qui sont généralement créées par des organisations qui sont spécialisées dans la nouvelle. Bon, grâce à Internet, heureusement, et en même temps, malheureusement, parce qu'il y a un bon côté et un mauvais côté, comme toujours, sur Internet, on a un paquet d'organisations qui font de la nouvelle, qui sont les organisations classiques, les grands journaux, les grands postes de télé, etc. Les choses qui ont traditionnellement toujours été présentes dans le paysage médiatique. Mais on a également, par contre, un foisonnement maintenant, parce que ça coûte bien moins cher qu'avant, s'installer un vrai studio de télé, diffuser, même si c'est juste sur le corps, mais diffuser, ça coûte un bras, diffuser à travers les ondes, c'est très cher aussi. Ça prend une infrastructure incroyable. Donc, une mise de fonds vraiment immense. Mais aujourd'hui, il y a plein de petits médias qui sont capables de se lancer avec presque pas de staff, parce qu'ils prétendent pas couvrir tout, avec très peu de moyens. Maintenant, un ordinateur, une petite caméra, puis paf, t'as une vidéo quand même pas si pire. Puis tu n'as pas besoin de diffuser, ça coûte rien. Ben, ça coûte pas rien. Si ton site web devient populaire, évidemment, ça va te coûter beaucoup de bandes passantes, il va falloir que tu payes un peu plus, mais c'est rien comme mise de fonds par rapport à ce que la fondation d'un média à la mode traditionnelle coûterait. Donc, grâce à ça, on a un foisonnement d'autres médias, mais si vous regardez ça comme il faut, vous allez voir que même là, le discours sur le crime, la criminalité, la police, etc., il n'est pas bien différent. C'est pas mal les mêmes nouvelles racontées pas mal de la même manière. Et ça, c'est vraiment important pour plusieurs raisons, parce que les médias ont une façon, même ces petits médias-là, ont une façon quand même assez prévisible et assez, assez stéréotypée de construire ces nouvelles-là. La première chose, c'est sûr que dans les médias, on ne va pas nous présenter un échantillonnage mathématiquement représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Hein? Je ne veux pas m'étendre vraiment là-dessus longtemps, mais c'est sûr que ce qu'on va voir comme crime le plus souvent dans les médias, c'est en fait, si on veut simplifier, là, il y a peut-être des exceptions, mais si on veut simplifier, c'est ce qui arrive le plus rarement statistiquement. Donc, si vous allez voir sur Statistique Canada, c'est quoi les crimes les plus fréquents? Ben, c'est ceux que vous verrez à peu près jamais dans les médias. Vous allez les voir juste, c'est des crimes de peu de gravité en général, des crimes d'acquisition, etc.
Donc, quelqu'un qui vole un code chez Simons, ça fera pas ça fera pas les médias. Moi je m'en vais chez Simons tantôt, là, puis je vole un code, puis je me fais arrêter, je me fais pogner. Personne ne va le savoir. Mais si c'était une célébrité ou quelqu'un de haut placé, etc., ah ben là, wow, là, oui. Mais sinon, voir l'étalage. Quand est-ce qu'on voit ça dans les médias? C'est rare, Moses. À moins qu'il y ait un côté célébrité. Est-ce qu'on va voir dans les médias, par exemple, des meurtres, des viols, les gens qui se font enlever, torturer, démembrer, etc. Ben ça, oui, c'est sûr que ça fait la nouvelle. Puis c'est correct, dans le fond, parce que ce qu'on veut, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Nous autres, en tant que consommateurs, est-ce qu'on veut voir... Est-ce qu'on veut aller fouiller sur une page Internet où que notre fil d'actualité de Facebook soit plein de voilà l'étalage? C'est pas plate, pas possible. On veut pas savoir ça. C'est pas important, ça. Ce qu'on veut, c'est du sang. Et donc, que les médias identifient comme la nouvelle, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas des choses ordinaires. Les choses ordinaires, on n'a pas besoin des médias pour nous rapporter ça. Donc, les médias nous rapportent des choses extraordinaires, des choses rares, des choses, donc, par définition, qui ne sont pas représentatives de la réalité habituelle, quotidienne de tous les jours. Et ça, c'est important parce que si on réalise pas ça, puis je pense que monsieur tout le monde et madame tout le monde ne réalisent pas toujours, si on réalise pas ça, on va avoir l'impression que la criminalité au Canada, c'est faite de meurtres, de viols, de démembrements, etc., etc. Alors que c'est complètement faux. C'est pas ça du tout. Les criminels au Canada, c'est pas ça. C'est pas eux autres. L'énorme majorité des criminels au Canada, c'est des gens qui commettent des crimes sans aucune violence, puis des crimes de très faible gravité. Mais les gens sont convaincus que la criminalité, ce qui représente la criminalité, c'est ça, c'est les pires crimes, parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils voient. Même les gens très intelligents, à un moment donné, à force de juste voir ça, ont l'impression que la criminalité, c'est essentiellement la violence là, vraiment déchaînée. Un peu comme dans les films pas bien de films policiers dont je me souviens, où le méchant que les gentils doivent attraper, ben c'est un voleur à l'étalage. Hein. Les gens se voient un meurtrier en série. Ça fait un film. Mais voilà. Bon, bref. Donc, il y a quand même un stéréotype de crime, puis un stéréotype de criminel, puis ça nous... Dans tous les films, c'est à peu près, il n'y a à peu près pas de déviance statistique de ce modèle-là. C'est pas mal toujours pareil. C'est sûr que, bon, on change d'acteur, on fait un backstory un peu différent. Ouais, mais si on enlève toute la dentelle qui a été inventée dans la fiction, bon, c'est pas mal toujours le même modèle. Et si on regarde ce qui se passe dans la non-fiction, dans l'actualité, ben, ce qu'on nous rapporte, c'est toujours les mêmes genres de criminels. C'est ceux-là qui nous intéressent. Okay? C'est pas les petits criminels bébés ordinaires, ça nous intéresse pas. L'énorme majorité, la montagne des Canadiens qui commettent des crimes de faible importance, qui vont en commettre cette année, on ne sait pas c'est qui, puis ça ne nous intéresse pas. Et ce qu'on voit, c'est les criminels les plus sérieux. Donc, à travers ça, les médias, en fait, ils reproduisent, c'est ce qu'Erickson dit, c'est son mot à lui, ils reproduisent l'ordre social. On a un ordre social en tête, on a l'impression que c'est comme ça que les choses sont ou devraient être. Et dans les médias, ben, on voit la même chose. Mais quand on voit des méchants, ben, on aime ça quand ils se font pogner, ou s'ils se font pas pogner, ils s'en tirent facilement, ou ils sont encore en cavale, puis la police les a pas retrouvés encore. Ben, ça nous fait fâcher. On aime ça être fâché aussi, c'est le fun. Mais quand on est fâché contre un désordre, ben, on réaffirme l'ordre. Hein. Être fâché contre quelque chose qui va mal, ça veut dire renforcer encore notre idée de ce qui est bien puis ce qui va bien. Hein. C'est la même chose. C'est l'envers de la médaille. Ça a la même fonction sociale de créer ce consensus-là fort sur qu'est-ce que sont toutes ces choses-là. Conclusion là-dessus. Parce que je ne peux pas faire bien plus long que ça sur les médias. Conclusion là-dessus. D'une part, ben, clairement, quand on lit les médias, il faut se poser des questions. Surtout en criminologie. Hein, un criminologue qui regarde des reportages, que ce soit en presse écrite ou en radio ou à télé ou sur Internet, demandez-vous ce qui parle.
Souvent, par exemple, vous allez avoir un rapport sur, il va y avoir un reporter sur un crime et vous allez avoir un paquet de policiers qui vont être les sources du journaliste. Souvent, c'est dans une conférence de presse, donc le journaliste s'assoit. Il est passif, il attend, puis il se fait livrer la nouvelle, puis lui, ce qu'il a à faire, en fait, c'est la résumer, puis il nous envoie de même. Ce qu'on lit, en fait, c'est ce que la police a dit. Pas un gros travail de journaliste. Puis je dis pas que la police nous ment, mais la police, elle nous présente les choses comme elle veut. Hein? Elle a un enjeu là-dedans, la police. Donc, c'est plus ou moins valable. Donc, nous autres, en tant que criminels, quand on regarde la nouvelle, puis je pense que c'est super important, il faut se situer. Le crime, l'objet de notre science, notre discipline, là, ben, c'est un objet médiatique. C'est que si on ne se tient pas au courant de ce qui se passe dans les médias, on est déconnecté un peu. Mais en même temps, quand on fait ça, ben, il faut avoir un certain scepticisme. Il faut se dire, oui, regarde, comment ce reportage-là est bâti? À qui on pose des questions? Est-ce qu'il y a possibilité, si on avait posé la question à telle puis telle autre personne, est-ce qu'on aurait eu un son de cloche différent, etc. C'est ça, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. En même temps, il faut faire attention, on a bien souvent maintenant, je termine là-dessus pour le cours sur le consensus, parce que les médias, c'est super important. En même temps, on a un courant de pensée aujourd'hui qui dit les médias, c'est pas bon, ça vaut rien, c'est tout croche, sont pourris, sont manipulés par le nouvel ordre mondial, ou George Soros, ou je sais pas trop. Bon. Donc, on verse assez facilement dans la théorie du complot. Là. Bon, là, je pourrais faire un autre heure sur la théorie du complot, mais on va laisser faire. Donc, juste que ça n'a pas de sens de penser ça. Les médias sont loin de la perfection, et effectivement, je vous dis consommer le produit médiatique avec un grain de sel. Posez-vous des bonnes questions. Allez vérifier, allez checker sur un autre média, des fois, ça peut avoir de tort. Je le dis, sur Internet, il y a bien des affaires que... En fait, la majorité de ce qui est sur Internet, c'est carrément faux. Donc, faut faire attention à qu'on corrobore. Là. Mais en même temps, l'attitude qui dit, non, moi, les médias, ça donne rien, c'est pas bon, tu sais, mais là, vous allez faire quoi au juste pour avoir vos nouvelles au juste? Il y a un peu ce débat-là au Canada maintenant, parce qu'on se demande est-ce qu'on doit financer les médias traditionnels qui sont à peu près, si on regarde vraiment, là, on regarde autour de nous, là, sont à peu près les seuls pour nous rapporter cette information-là, hein, parce que s'ils n'existent plus, là, vous dites, bon, les gens prennent leur information sur Internet, mais non, ils apprennent pas, ils apprennent sur Internet, mais elle vient des grands médias traditionnels, les grands médias traditionnels cessent d'exister, ben, il n'y aura pas plus de nouvelles sur Internet, il n'y en aura juste plus. Donc, on va avoir l'air un peu niaiseux. Quand on se pose des questions, est-ce qu'il s'est passé ça? Est-ce que les crimes, quel crime est arrivé, etc. Il va falloir aller voir des statistiques sur Statistique Canada. Ça va être assez limité. Donc, moi, je pense que les médias ont un rôle super important à jouer, mais en même temps, nous autres, en tant que consommateurs de médias, on n'est pas là pour juste boire le jus béni des médias puis dire merci. Il faut avoir une tête aussi. Donc là-dessus, sur la notion de consensus, donc, consensus, super important pour les théories du premier bloc. Deuxièmement, d'où vient ce consensus-là? Vous allez voir que les théories ont des idées différentes là-dessus. Donc, faites attention là-dessus. Et c'est pour ça que je vous parle plus de médias un peu plus aujourd'hui, c'est parce que la plupart de ces théories-là en parleront presque pas. Mais pourtant, c'est un point super important. Donc là-dessus, je vous laisse étudier pour votre cours numéro 2. Puis, on va probablement se revoir dans une vidéo au cours numéro 3.